distinctes. Vous pouvez interagir avec nous via le chat, enfin le module de messagerie, pour nous indiquer si vous nous entendez bien. Et puis, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. Nos modérateurs nous les transmettront et on tâchera d'y répondre dans la dernière partie de ce webinaire. Peut-être en introduction, donc je me présente, Sarah Pralon, manager au sein du cabinet Adopal, et c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de nos intervenants que je tiens à remercier de s'être libérés pour cette fin de journée. Peut-être brièvement pour commencer, quelques mots d'introduction sur la raison de notre présence aujourd'hui autour de cette visioconférence. Peut-être vous rappeler 2 mots pourquoi aujourd'hui on a voulu organiser ces sessions de travail, puis je laisserai évidemment la parole à nos intervenants. Il faut savoir qu'Adopal, c'est un cabinet de conseil qui accompagne donc les établissements de santé sur des problématiques qui sont très opérationnelles, très organisationnelles, et même sur des problématiques qui sont avec une portée plus stratégique. Et donc du coup, nous, on a vécu indirectement la crise, parce que confinés chez nous, comme j'imagine la plupart d'entre vous. Néanmoins, on a, tout au long de la crise, maintenu un lien avec nos partenaires. On a échangé à de nombreuses reprises sur comment eux, au quotidien, ils arrivaient ou pas d'ailleurs à gérer la crise. Ce qu'il en est ressorti, en fait, de toutes ces discussions, c'est que finalement, il fallait peut-être rendre à César ce qui appartenait à César. Parce qu'en effet, on a beaucoup parlé des soignants, de leur investissement, de leur mobilisation en première ligne, donc pour gérer la crise au sein des organisations de soins. Néanmoins, l'hôpital, aujourd'hui, ce n'est pas que ça. C'est également un certain nombre de métiers derrière qui essayent en fait de se mettre en ordre de marche pour accompagner au mieux les soignants dans les prises en charge et s'assurer que les soignants disposent de l'ensemble des outils, de l'ensemble du soutien nécessaire à la bonne prise en charge des patients. C'est pour ça que nous, on a voulu ces 3 sessions de webinaire pour finalement remettre en lumière ces métiers de l'ombre. Les 2 premiers, donc lundi et mardi, pour ceux qui étaient présents, on a discuté toutes les fonctions logistiques, la blanchisserie, les services de restauration au sein de l'hôpital, quels avaient été leurs impacts au niveau de la crise. Hier, on a plus largement discuté sur la pharmacie, comment bien acheminer les blouses, les médicaments, les masques. Et finalement, ce qu'il en ressort de ces 2 premières sessions de ces webinaires, c'est que personne finalement n'était vraiment préparé à cette crise, mais que finalement les professionnels avaient fait preuve, et je cite, d'une capacité fantastique d'adaptation pour prendre en charge au mieux les patients. Aujourd'hui, on a la tâche, et pas des moindres, de mettre en lumière finalement comment s'organisent les soins et quel a été l'impact de la crise Covid-19 sur ces organisations-là et sur la gestion des flux des patients. Il faut savoir que face à la vague d'épidémie, les organisations, les hôpitaux ont dû se réorganiser et surtout réinventer complètement les flux patients au niveau des institutions, mais aussi au niveau national. C'était des programmations des hospitalisations pour éviter évidemment le risque infectieux, mais aussi il fallait maintenir les prises en charge vitales et nécessaires pour des patients atteints de maladies chroniques, mais aussi en cancérologie. Il a fallu complètement réorganiser les services des urgences pour accueillir à la fois les flux Covid, mais aussi les flux des traumatisés, des blessés de la route. Donc voilà, tout un certain nombre de réorganisations qui m'amènent aujourd'hui à nous poser ces questions, enfin plutôt qui m'amènent à vous poser ces questions, vous acteurs du terrain, comment vous vous êtes organisés, comment vous avez réussi à vous adapter surtout, quels enseignements vous en tirez, et puis peut-être plus largement répondre à la question aujourd'hui, l'hôpital peut-il encore soigner tout le monde ? J'ai donc autour de la table la chance d'avoir Alain Philibert et Dr Éric Revue. Alain Philibert, directeur général adjoint du groupe hospitalier Bretagne Sud, qui donc se situe à Lorient, qui nous rejoindra
très rapidement. Et le docteur Éric Revu, urgentiste et chef du service aux urgences de Lariboisière à Paris, qui eux vont nous expliciter un peu sur comment ils se sont organisés, comment ils se sont structurés pour prendre les bonnes décisions, pour réorienter les flux patients le cas échéant. Mais avant cela, je vais laisser la parole à ma voisine de droite, Christine Kinner, qui est directrice des soins et responsable du programme national gestion des lits à la NAP, avec qui nous avons eu la chance de travailler ces dernières années, pour nous expliciter et essayer de vous rendre compte de la complexité, déjà en temps normal, de ce qu'est finalement les flux patients au sein d'un établissement. Voilà, donc je vous laisse la parole, Madame Kinner, pour nous présenter cette complexité-là, en tout cas remettre à plat la lisibilité de ces flux patients. Bonjour à tous, on va donc essayer d'expliquer tout ça avant de laisser les autres intervenants parler, eux, de leur expérience terrain. Donc, comprendre la complexité de la gestion des flux. D'abord, quelle approche par rapport à cette complexité? On a différents modes d'entrée à l'hôpital et on a aussi une fonction dont on parlera tout à l'heure parce qu'on fera un petit zoom dessus, de gestionnaire des flux, mais on a des modes d'entrée avec ou sans gestionnaire des flux puisque tout le monde n'en a pas dans son établissement. On a plusieurs façon d'entrer. On peut rentrer dans ce qu'on appelle par le programmé, c'est-à-dire on a une consultation et puis on programme son séjour. Et puis après, on a son hospitalisation. On peut aussi entrer par le non programmé, ce qu'on appelle plus communément l'entrée par les urgences. Et puis on peut aussi entrer à l'hôpital directement, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par les urgences où ce n'est pas programmé depuis un certain temps, mais c'est un médecin traitant, par exemple, qui appelle un de ses collègues d'un service et qui lui dit « Est-ce que tu peux me prendre un tel ou un tel ?» Donc, 3 modes d'entrée. Donc, déjà, des flux d'entrants de façon différente. Et puis, on a tout le parcours, donc avec ces 3 modes d'entrée. La gestion du séjour, lors de laquelle, en principe, on essaye d'anticiper la sortie dès l'entrée quand on est rentré en programmé. Et puis, une fois qu'on a été soigné, pris en charge, on prépare aussi la sortie. Donc, on a en même temps les flux d'entrants, les flux de sortants et 3 modes d'entrée différents. Mais mener la réflexion sur l'amélioration de la gestion des flux au sein d'un établissement de santé, ça tient compte aussi des partenaires extérieurs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent de leur domicile, mais on a aussi des gens qui arrivent d'EHPAD, on a aussi des gens qui vont aller dans des soins de suite et de réadaptation. Donc, tout ça, il faut pouvoir aussi composer avec ces gens-là pour préparer notamment la sortie, puisque les retours à domicile, il faut prévoir les ambulances. Donc, on ne peut pas forcément prévoir l'entrée de quelqu'un si la personne n'est pas encore sortie parce que l'ambulance n'est pas arrivée, etc. Donc, voilà un peu rapidement la complexité d'un parcours. Alors, bien gérer les flux, c'est pour qui et c'est pour quoi faire. Donc, d'abord, en premier, bien sûr, le service rendu aux patients. Puisque pour que ça soit bien géré, il faut que ça soit fluide, et que ça soit fluide tant en entrée programmée qu'en entrée non programmée. Et puis, il faut essayer de prévoir des hospitalisations au bon moment. Alors, on met plein de guillemets parce que chacun entend le bon moment. Le bon moment des uns n'est pas forcément le bon moment des autres. Au bon endroit, c'est-à-dire dans le bon service si on peut. Et puis, pour une juste durée, c'est-à-dire ni trop peu, ni trop long. Pour le cadre de travail des professionnels, parce que quand c'est fluide, ben, c'est plus facile de pouvoir faire l'allocation des lits. C'est plus facile d'essayer de lisser les mouvements et les charges en soins qui vont avec. Et puis, c'est plus facile aussi d'organiser la charge en soins des personnels et la régulation des différents personnels. Et puis, une efficience accrue pour les établissements parce qu'on peut, en fonction des flux, faire une adéquation des capacités tant en lit qu'en personnel. C'est-à-dire que parfois, en fonction des saisons, il faut imaginer qu'on va pouvoir fermer quelques lits. Et puis, en fonction d'autres saisons, il faut surtout en rouvrir et mettre du personnel en plus. C'est ce qu'on appelle la gestion des fluctuations d'activité. Donc, forcément, pour bien gérer, il faut essayer d'anticiper les problématiques, ce qui permet, en cas de crise sanitaire, si on est déjà un petit peu organisé, même si en cas de crise, ça ne suffit jamais, de toute façon, si on n'est pas organisé avant, c'est encore pire. Donc, anticiper les problématiques qui sont liées à l'admission, qui sont liées au séjour et qui sont liées à la sortie. Donc, on voit bien tout le cheminement que j'expliquais tout à l'heure.
Donc, on essaye de formaliser des processus d'entrée programmés. On fait des règles de programmation. On fait venir les patients en préadmission pour pas qu'ils fassent la queue quand ils entrent au moment du bureau des entrées, etc. Les entrées non programmées, la déprogrammation, les transferts de patients, tout ce qui est délai d'attente avant admission. Donc, il faut prévoir tout ça parce que c'est ce qui arrive au quotidien. Hein. Quelqu'un qui est prévu et puis qui ne rentre pas, c'est une déprogrammation. On peut mettre quelqu'un à la place, on ne peut pas, etc. Lié au séjour, c'est des durées de séjour maîtrisées. Donc là, on repart sur notre au bon moment, au bon endroit. Il faut avoir une lisibilité sur les lits qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'on a un établissement entier avec différents services. Où est-ce qu'on peut mettre un patient qui est programmé? Où est-ce qu'on peut mettre un patient qui est non programmé? En fonction des gens qui rentrent et des gens qui sortent et de la charge de travail, il faut être sûr qu'on a le nombre de personnel en adéquation avec les besoins. Et puis, en fonction de l'activité également. Et puis, une fois qu'on a eu le séjour qui s'est bien passé, on va penser à la sortie. La sortie peut se penser le plus en amont possible de l'entrée pour être sûr de ne pas avoir des problématiques sociales, par exemple, au dernier moment, ou même tout bêtement les problèmes de transport. À partir du moment où on a une date de sortie, on peut d'emblée prévoir le transport. Anticiper les recours au SSR ou les recours à d'autres modes de sortie. Et puis, essayer de faire des entrées et des sorties sur la journée pour ne pas avoir des charges en soins à des moments tout en même temps, toutes les sorties en même temps, toutes les entrées en même temps. Alors, il y a aussi des facteurs qui rentrent en compte qui ne sont pas liés directement aux soins dans les services, mais qui sont tout aussi importants en termes de fluidification. C'est tout le recours à ce qu'on appelle les plateaux techniques, que sont l'imagerie avec la radio, le scan, les IRM, tout ce type de choses, et puis la biologie. C'est important d'avoir aussi une interface forte avec ces services parce que tant en urgence qu'en programmé, ça peut retarder pour les urgences la montée dans les services, par exemple, quand on attend des résultats, ou pour le programmer, si on a une radio à faire avant la sortie, puis on ne l'a pas programmée, ben, des fois, on est obligé d'attendre un petit peu pour la voir, et ça peut retarder la sortie. Donc là, on est bien dans notre au bon moment. Alors, pour éviter les crises, puisque on est en plein dedans et on sait qu'il peut y en avoir et en avoir à nouveau, quel que soit que ce soit sanitaire ou attentat, etc. L'enjeu, c'est que par rapport aux urgences, on essaye qu'il n'y ait pas de patients dans les couloirs et on essaye de maîtriser les durées de passage. Ça se réfléchit avant, au moment où il y a la crise. De toute façon, il y a du monde dans les couloirs, ça c'est sûr. On essaye pour autant de ne pas faire de déprogrammation. On essaye aussi de mieux gérer les hébergements qu'on n'a pas pu éviter, c'est-à-dire que quand on a un patient qui devrait rentrer en service de médecine, qu'il n'y a plus de place en médecine, on le met en chirurgie, mais malgré qu'il soit en chirurgie, le médecin peut être prévenu ou alors le chirurgien sait quelles sont les règles d'hébergement, enfin quelles sont les règles de soins qui sont faites en médecine, puis on le prévient qu'il y a un patient dans le service. On essaye d'éviter les dépassements des durées prévisionnelles de séjour et quand on n'a pas pu faire autrement, pour une raison notamment médicale, là, il n'y a pas de... Si c'est médical, le patient reste, bien évidemment. Mais quand les durées prévisionnelles de séjour sont largement dépassées, on essaye d'en étudier les causes pour ne pas le reproduire. Donc, pour ça, on met en œuvre ce qu'on va appeler 4 piliers indissociables à la prise en charge des patients. On a l'étude du besoin journalier minimum en lit, c'est-à-dire que tous les jours, quand des patients rentrent, il y a le nombre de patients qui sont rentrés qui est remonté via un outil qu'on appelle le résumé de passage aux urgences. Et si on fait une étude sur plusieurs années, on s'aperçoit qu'on peut prévoir des entrées en urgence. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et forcément, les entrées en urgence qui seront hospitalisées, il faudra leur trouver un lit de toute façon. Donc le fait de savoir le chiffre, ça permet aussi d'anticiper le besoin en lit à ce moment-là. On met en place les durées prévisionnelles de séjour, c'est-à-dire que quand on rentre pour telle ou telle pathologie, on sait qu'en prévisionnel, on peut rester un certain nombre de jours. Si c'est dépassé et que c'est médicalement justifié, bien sûr, il n'y a pas de raison de se dire c'est pas respecté. Mais si on peut les mettre le plus tôt possible dans l'hospitalisation, ça permet de savoir quand est-ce qu'on disposera d'un lit puisqu'il y aura une sortie qui ira avec. Les entrées directes, elles sont en général peu comptabilisées dans les établissements parce que on a les entrées en programmé et les entrées en urgence. Et celles-là, comme elles se font en général par coup de fil et que ça passe du médecin traitant, par exemple, au service,
Ça ne passe pas dans le système classique et donc on ne compte pas les gens et ils peuvent prendre un lit qui avait été prévu soit pour une urgence, soit pour un programmé. Voilà, et les entrées programmées, ce sont celles qu'on met en pendant des entrées des urgences. Alors, il faut aussi penser aux liaisons intra- et extra-hospitalières, c'est-à-dire que la gestion des flux sur un établissement, c'est important. La gestion des flux en territorial, ça peut être intéressant d'avoir une visibilité des flux qui se passent soit dans son établissement, soit sur les autres établissements. Donc, ça permet d'anticiper les tensions saisonnières et ou sanitaires exceptionnelles, avec une formalisation des critères qui permettent notamment de connaître les entrées directes dans les services, sans passage par les urgences, l'établissement de modalités d'accès aux filières spécialisées, puisque certains établissements ont des filières, d'autres n'en ont pas, et c'est en général, ça fonctionne bien de l'un à l'autre, mais il faut être sûr que chacun connaît les filières des autres. L'anticipation des situations de tension saisonnière, j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, on appelle tension saisonnière la grippe en pédiatrie, par exemple, la bronchiolite, etc. Bon, on parlera du Covid aussi dorénavant. Et puis, formaliser un certain nombre de partenariats pour pouvoir aller plus vite dans l'anticipation des sorties, par exemple. Et puis aussi, en interne, faire des protocoles médicaux et soignants pour pouvoir transférer directement des patients, par exemple les patients âgés, pour leur éviter de passer par les urgences. Alors, il y a eu une réflexion aussi au niveau national qui en a ressorti ce qu'on appelle le pacte de refondation des urgences, avec la généralisation du besoin journalier minimum en lit dont je vous parlais tout à l'heure. Ce besoin journalier minimum en lit est porté par les ARS au niveau local et il a fait l'objet d'une instruction en novembre 2019, c'est-à-dire que tous les établissements sont censés remonter leurs entrées en urgence par les RPU et mettre en œuvre, ça c'est déjà fait, mais mettre en œuvre la prise en compte du nombre d'entrées en urgence prévisibles. Et donc, pour ça, il faut faire une démarche projet qui associe tous les services de l'établissement parce que jusqu'à présent, on sait qu'on va avoir, par exemple, 20 patients qui sont aux urgences qui vont monter dans les services, mais on n'a pas d'emblée prévu les lits pour ça. Maintenant, l'idée, c'est de toute façon, dans tous les entrants qu'on a, on sait qu'on va avoir, par exemple, 20 lits qui vont devoir être donnés pour ces patients qui arriveront par les urgences. Et puis, une gestion territoriale des flux de patients avec, si possible, une fonction de coordination des flux dans les établissements qui soit portée par un coordonnateur général sur le territoire. Et puis, il est important d'utiliser le répertoire opérationnel des ressources qui est à disposition de tous les établissements. Alors, on va faire un petit focus sur la coordination des séjours dont je parlais en introduction. Donc, la fonction de coordination des séjours, ça s'entend au sens large du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement ce qu'on peut appeler communément un bed manager, et on n'est pas obligé, on n'est pas nul quand on n'a pas un bed manager dans son établissement. C'est-à-dire que organiser ces séjours, ça peut passer par différents types de personnes, mais soit on a une cellule, soit on n'en a pas, mais de toute façon, on a une réflexion sur comment on gère ces flux. C'est vrai que communément, dire qu'on a un bed manager ou une cellule de gestion des lits, c'est ce qui est le plus fréquemment pratiqué. Alors, cette cellule, c'est la forme la plus aboutie, mais ça peut prendre donc d'autres formes plus adaptées. Une cellule de gestion des lits peut être sur un pôle quand c'est un CHU par exemple, ou sur tout un établissement quand c'est un petit établissement qui correspond à la taille d'un pôle d'un CHU par exemple. Donc ces missions peuvent être multiples et ça va de la recherche en lit jusqu'à la programmation. Et quand on arrive à programmer les entrées, plus les plateaux techniques, plus le bloc, plus etc., là on parle plus que de cellules de gestion des lits, de cellules d'ordonnancement. C'est la façon la plus aboutie de la cellule de gestion des lits. Alors, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont associés, ce n'est pas toujours évident, et il faut aussi avoir un système d'information qui marche bien, partager les rendez-vous, etc. Donc, ce n'est pas évident, mais c'est ce qu'il y a, c'est le nec plus ultra de la gestion des lits. Et on nous a souvent dit qu'il fallait avoir un logiciel de gestion des lits. On peut commencer sans avoir forcément le logiciel. Un certain nombre de collègues marchent encore avec de l'Excel. Bon, plutôt que de rien avoir, c'est pas plus mal. C'est vrai que par contre, quand on veut mettre en place une visualisation territoriale, là, il faut quand même un outil de visibilité avec un SIH partagé parce que bon, les coups de fil, ça prend du temps et puis c'est pas tout à fait aussi opérationnel que quand on a quelque chose en temps réel. Voilà,
J'en ai terminé. J'espère pas avoir parlé trop vite parce que je sais que le temps est compté. Je vous remercie pour votre attention. Non, c'était très clair. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce que devrait être la gestion des flux patients bien organisée. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Philibert du GH Bretagne Sud, donc à Lorient, qui va nous expliciter, lui, en temps de crise, comment finalement ils ont dû trouver une nouvelle organisation, mettre en place des cellules de crise pour gérer ces flux patients-là. Monsieur Philibert, je vous laisse la parole. Ah, normalement. Monsieur Philibert qui nous entend parfaitement, mais qu'on... Oui, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon, on vous entend, Monsieur Philibert. Très bien. C'est bon. Oui, bonsoir. Merci. J'essaye de me connecter en visio, mais j'ai un problème avec mon réseau. En attendant, je peux commencer par téléphone, si ça vous ennuie pas. Pour commencer cette histoire qui vient du terrain, je vais raconter une anecdote. En fait, ça se situe à l'hôpital du SCORP, donc l'hôpital du territoire, référent du territoire de Lorient. Et donc, lundi 8 juin 2020 au matin, moi-même et le président de la commission médicale, on réunit la cellule de crise Covid-19 et on leur annonce qu'on va la mettre en veille. Alors, à ce moment-là, il y a un événement qui se passe qui est très intéressant, c'est que le chef du pôle médical lève la main et dit « Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ici, ce qu'on fait, c'est plein de sens. Ce mode de management me convient bien, la parole circule librement, on traite de vrais sujets et je souhaiterais que cela continue ainsi, même pour traiter des sujets autres que ceux touchant à la gestion d'épidémie. On pourrait se réunir ainsi une fois par semaine et se concerter sur la vie de l'hôpital. » Alors, cette intervention nous a bien sûr surprise, mais en même temps, elle nous a intéressés. Alors, il a fallu qu'on explique à notre ami que c'était pas possible. C'est pas possible de gérer un hôpital comme ça au long cours, que c'était une cellule de crise, mais qu'en revanche, il y avait un vrai intérêt à cette intervention. Alors, ça nous a renvoyé à ce qui a été en fait la gestion de cette pandémie, à savoir que c'était une vraie aventure collective, un peu en dehors des organisations et des modes de gouvernance habituels, conventionnels, mais nous permettant de nouer des liens en abattant des barrières internes entre acteurs institutionnels, mais aussi externes, et dans un contexte clairement d'urgence impérieuse. Alors c'est une expérience à la fois très exigeante, mais très enrichissante. Alors, un petit mot sur moi, pour des raisons qui m'échappent encore, depuis 20 ans, j'ai été confronté à plusieurs crises majeures sur des territoires différents. Il se trouve en effet que, sans y avoir été réellement invité, j'ai traversé 3 cyclones ouragans de force 5, dont un qui va détruire l'île de Saint-Martin en 2017, 2 épidémies de chikungunya majeures, dont celle de la Réunion en 2006 et celle de Guadeloupe en 2014, une épidémie de Zika en 2016 en Guadeloupe, et surtout l'incendie du CHU de la Guadeloupe en 2017, et bien évidemment la pandémie qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, de là à me faire une réputation de chat noir, il n'y a qu'un pas que certains de mes proches n'ont pas hésité à franchir, et en fait qui explique pourquoi je suis là ce soir pour intervenir devant vous. Alors, si vous voulez bien, on va parler de la gestion de la crise à travers la cellule de crise en 3 points. Le premier, c'est d'abord comment une cellule de crise se structure-t-elle. Le deuxième point, c'est quand sont prises des décisions relatives à la gestion des flux de patients. Et enfin, quel retour d'expérience on peut tirer d'une telle gestion sur un territoire de santé donné. Alors premièrement, si vous le voulez bien, comment une cellule de crise se structure-t-elle? Alors la doctrine nous est donnée officiellement par le ministère de la Santé par le biais d'une instruction de juillet 2019, ainsi que par un guide d'aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles. Plus particulièrement, ce guide, qui représente quand même 220 pages, diffusé via les ARS en novembre 2019, c'est-à-dire à la toute fin de l'année dernière, c'est pas vieux, prévoit la structuration d'une cellule de crise hospitalière pilotée par chef d'établissement et en capacité d'être activée en moins de 45 minutes, ainsi que la mise en place d'un directeur médical de crise. C'est une démarche d'accompagnement qui était prévue de la part des ARS
mais ce projet a été mis à mal par la survenue de la Covid. Alors, fort heureusement, les hôpitaux étaient déjà organisés, déjà rodés, sur la base de textes antérieurs, et ils ont su, on peut le dire, se mobiliser efficacement. Alors, dans les faits, il faut bien comprendre que, de mon point de vue, il n'y a pas une cellule de crise, mais il y a des cellules de crise. Pour résumer, je dirais qu'il y a autant de cellules de crise différentes qu'il y a de crises. Pour des raisons qui sont que, tout simplement, une crise ne ressemble pas à l'autre. Alors, la pandémie actuelle a ceci de particulier par rapport à celle que j'ai pu, les crises que j'ai pu traverser avant, c'est qu'elle est mondiale, tout simplement, et qu'elle concerne l'ensemble du système de santé, ce qui fait que chaque établissement de santé a mobilisé sa propre cellule de crise, y compris aussi les établissements médico-sociaux. Donc ici, le GHBS, le groupe hospitalier Bretagne Sud, a réuni sa cellule de crise dès le 2 mars au matin. Cette réunion s'est suivie dans l'après-midi d'une audioconférence avec l'ARS, et le soir, nous avons réuni les cadres et les médecins de l'hôpital pour mobiliser l'ensemble des équipes. Cette cellule de crise se réunira quotidiennement pendant plusieurs semaines avant d'espacer petit à petit ces réunions au fil de l'évolution de l'épidémie, pour finalement se mettre en veille le 8 juin, comme je disais en introduction. Y ont été invités tous les acteurs, internes ou externes, nécessitant un échange ou une validation au gré de l'actualité. Alors, en termes de structuration, comme je le disais, chaque cellule de crise s'adapte aux phénomènes concernés. Et pour me référer à mon expérience la plus récente en Guadeloupe, j'ai vécu plusieurs cellules de crise en tant qu'acteur, soit de l'ARS, soit du CHU. Donc en ARS, j'ai par exemple été amené à participer à des cellules de crise pour la couverture des visites officielles des chefs de l'État, piloté à ce moment-là par la préfecture et regroupant tous les services décentralisés. Moi, j'ai représenté l'ARS. J'ai aussi participé à des cellules de crise pilotées cette fois-ci par le directeur général de l'ARS, sous l'autorité, bien entendu, du préfet, pour faire face à des épidémies dont j'ai parlé tout à l'heure. Au CHU, donc notamment face aux événements climatiques majeurs qu'on peut connaître outre-mer, les ouragans nous ont amenés à réunir très régulièrement une cellule de crise propre à l'hôpital, en lien avec notamment le SAMU. Et cette cellule de crise présentait la particularité d'être ouverte H24, tout au long de la période d'alerte, avec un directeur, le directeur de garde, qui lui dormait sur place pendant toute la durée du phénomène. Et enfin, au CHU, concernant l'incendie, qui a été un incendie qui n'a pas été hyper spectaculaire, mais qui nous a amené à évacuer l'ensemble des patients et des visiteurs et des personnels, c'est-à-dire grosso modo 1200 personnes qui étaient dans le bâtiment ce jour-là. Nous avons été donc amenés à installer une cellule de crise qui était d'une nature très différente, parce que celle-ci était très étoffée, dans la mesure où nous avions évacué les patients sur les différents établissements de Guadeloupe, voire même en Martinique, et que donc il était important chaque jour de commencer la journée par créer du lien, samedi, dimanche inclus bien évidemment, avec tous les acteurs, tous les professionnels qui étaient répartis sur les établissements. Et cette cellule de crise s'est réunie pendant plusieurs mois, presque un an, de façon à pouvoir coordonner l'action de chacun, à être aussi en contact en permanence avec les services de l'État jusqu'au plus haut niveau du ministère de la Santé, et avec aussi nos amis de l'ESCRIM et de l'EPRUS qui étaient venus en renfort et qui nous ont beaucoup aidés dans la structuration de cellules de crise. Donc vous voyez, on est face à des phénomènes différents et face à des réponses différentes. Alors, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on prend des décisions pour gérer les flux de patients? Alors, le guide officiel dont j'ai parlé tout à l'heure prévoit cela d'une manière assez globale, en disant que le pilotage est confié est sous la responsabilité du chef d'établissement, que le directeur médical assure le pilotage opérationnel et la réponse médicale, et que le président de la commission médicale d'établissement mobilise les ressources médicales de l'établissement
pour répondre aux demandes du directeur médical coordonnateur. Alors, ça c'est le principe. Encore une fois, et ce n'est pas un reproche, la réalité est tout autre. Et l'expérience montre en fait que toutes les décisions relatives à l'organisation des soins et donc au flux de patients sont prises de manière concertée et que pour des raisons de rapidité et d'efficacité, elles sont généralement validées en réunion de crise pour une mise en œuvre immédiate. Pour revenir à la gestion de la crise actuelle, au GHBS, en interne, la cellule a d'abord, donc je vous l'ai dit, été réunie 7 sur 7, avec une forte participation volontaire et puis volontaire à la fois de la part de la direction mais aussi du corps médical, une très forte participation du corps médical directement concerné par la réorganisation de l'établissement. Ensuite, sa composition a été resserrée petit à petit, d'abord pour ne pas user les troupes qui avaient aussi du travail sur le terrain, mais aussi pour ne réunir que les personnes directement concernées par la gestion de la crise. Alors ce qui était important ici, c'est qu'on a bien sûr au niveau régional été en permanence en lien avec l'ARS, avec qui il y avait des conférences téléphoniques quotidiennes pendant les deux mois et demi qui ont couvert la crise. Après, sur la fin, c'est devenu hebdomadaire, et puis après, on s'est arrêté, bien évidemment. Mais aussi, au niveau territorial, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé de deux manières les autres établissements. D'une part, avec une réunion très, très régulière et très resserrée des établissements qui ont des activités de chirurgie, donc l'hôpital et les deux cliniques, de façon à concerter l'action des acteurs, de façon à déprogrammer, mais aussi à reprogrammer l'activité en coordination, parce que il était important qu'on mobilise nos troupes de manière en parallèle et de manière concertée. Et puis une autre cellule qui s'est réunie régulièrement, mais à raison d'une fois par semaine au début, a été de réunir l'ensemble des établissements du territoire avec qui nous avons échangé sur les modalités de prise en charge, de réponse aux alertes. Je pense notamment à un établissement pour personnes âgées qui était dans une grande difficulté et à qui nous avons porté secours en nous organisant ensemble de façon à ce qu'on puisse mobiliser des ressources humaines pour aller lui porter secours, c'est-à-dire projeter en interne des médecins, des infirmiers, pour venir parce que l'équipe de cet établissement pour personnes âgées était totalement défaillante. Ils étaient malades ou ils s'étaient retirés de l'activité professionnelle. Et ça, troisièmement, si vous le voulez bien, quel retour d'expérience en tirer sur un territoire de santé? Alors bien sûr, ils sont nombreux. Les enseignements de ce genre d'expérience sont nombreux, ils sont positifs ou ils peuvent être négatifs. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est une aventure humaine à part entière. Là, tous ceux qui ont participé à cette activité le savent. Qui entraîne et qui nous amène à considérer différemment notre façon d'être au travail et d'être ensemble. Une indispensable concertation, donc les espaces de concertation territoriaux, je vous en ai parlé, mais ils nous ont permis vraiment de rapprocher les acteurs de soins. Alors j'ai parlé des établissements, mais il ne faut pas oublier les médecins libéraux, bien évidemment, les établissements d'hospitalisation à domicile, les URPS quand c'est possible, parfois ça n'a pas été à notre main, mais plutôt à la main de l'ARS. Ça nous a amené aussi, et on en a parlé plusieurs fois, pas seulement ici, à une nécessaire réorganisation des établissements, mais pas que le nôtre, tous, pour pouvoir permettre aux établissements d'accueillir de manière efficace et sécurisée les patients Covid, sans remettre en cause l'intégrité des patients qui étaient accueillis pour d'autres raisons, et notamment sur les sites d'urgence. Nous avons nous-mêmes créé bien sûr un centre de dépistage à la porte des urgences, de façon et qui fonctionnait toute la journée, de façon à pouvoir accueillir tous les patients qu'il fallait détecter à l'entrée de l'hôpital. Alors, une aventure à part entière, mais une aventure humaine entièrement à part malgré tout, qui a fait ressortir au moins deux axes. Le premier, c'était
la responsabilité territoriale de l'hôpital de référence, hein, qui a été vraiment mise en lumière. On n'est pas les seuls, mais c'est là où on a compris, les acteurs ont compris que notre responsabilité en tant qu'établissement référent était totalement engagée en termes d'animation de relations avec les établissements partenaires, avec les autres professionnels de santé. Ça a été le cas chez nous par la création, par exemple, de 2 équipes mobiles de gériatrie. Leur mobilisation, leur déplacement sur notamment les établissements pour personnes âgées pour aller porter secours, aider, détecter les patients qui étaient positifs. Ça a été aussi, alors ça on a vécu comme un certain nombre d'autres établissements en France, l'aventure du TGV sanitaire, donc une innovation médicale sur les rails. Ça c'est un phénomène très étonnant qui a plus ou moins été apprécié dans les médias. Pour l'avoir vécu, vraiment ça a été quelque chose de très fort et de très innovant, et aussi un pari très risqué parce que faire circuler des patients de réanimation, vraiment des patients lourds, aussi nombreux dans un train avec des équipes qui sont allées les chercher à Paris, qui les raccompagnent avec le train sur des distances qui sont longues et donc des durées qui sont importantes, sans casse, il faut reconnaître, sans casse humaine j'entends, excusez le terme, c'était vraiment une innovation majeure et qu'on peut estimer pouvoir réorganiser si c'était nécessaire. En tout cas, nous, ça a été un moment très très fort, qui est arrivé à un moment aussi où peut-être ici on était disponible, parce que la vague, reconnaissons-le, n'est pas arrivée jusqu'en Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas, mais donc ça nous a permis d'être disponibles et de participer à cette aventure. Et enfin, donc une aventure humaine à capitaliser, heureusement, selon plusieurs axes. Le premier, c'est la collégialité comme mode de management. Ça, c'est quand même quelque chose de très très fort. On a trop souvent entendu parler des hôpitaux qui étaient managés par des gens qui étaient loin du terrain. Là, pour le coup, on était complètement en décision collégiale, et donc cette cellule de crise, qui n'est pas vraiment une instance bien codifiée, mais c'est pas vraiment un problème non plus, nous a montré qu'on pouvait emporter l'adhésion des participants à condition de savoir s'écouter et de savoir partager, et donc de décider en commun, parce que le directeur général, une fois que les décisions sont validées ou que les propositions sont faites en cellule de crise, il n'a pas vraiment souvent l'occasion de décider le contraire. Alors, un autre sujet, c'est l'information et la communication, qui sont vraiment des actes fédérateurs. Ici, nous avons toujours un élève directeur qui a totalement participé à ces travaux, et je le salue s'il écoute, pour faire un compte-rendu quotidien des décisions de la cellule de crise et le diffuser à l'ensemble des acteurs et des professionnels du GHBS, ce qui permettait, c'était quelque chose qui a été très apprécié, certains médecins ont su lui en faire le retour, de façon à ce que les gens soient informés, où qu'ils soient, parce qu'on diffusait par mail, qu'ils soient au travail ou pas, s'ils pouvaient se connecter, de pouvoir suivre en continu l'évolution de la gestion de la crise. Et puis enfin, j'oserais dire la gestion de crise comme une source d'inspiration, parce que là, quand il faut agir vite et efficacement, la crise et la gestion qu'on en fait mettent à mal ce qu'il est convenu d'appeler la résistance passive, hein, c'est-à-dire la résistance, la préservation d'un certain nombre d'habitudes et de comportements qui vont à l'encontre de ce mode de gestion. Donc là, effectivement, ça balaye tout le monde, on est tous embarqués dans cette aventure, et c'est quelque chose qui peut nous aider à réfléchir à l'heure du Ségur notamment, à l'heure de certains rapports qui ont pu être présentés sur la gestion d'établissement. Il y a une source d'inspiration à condition de bien vouloir écouter ce qui a été dit et ce qui a été fait. Voilà. À titre de conclusion provisoire, je veux dire que les crises changent les rapports humains, et face à on a une des seules conclusions qu'on peut en tirer peut-être, c'est que face à une crise, tout seul on n'est rien. On a besoin de l'autre. Et la seule vraie qualité qui vaille dans ces cas-là, c'est l'humilité, celle qui permet de prendre en compte la parole de chacun. Alors, le mode collégial a nivelé les hiérarchies, puisque là,
on ne siège plus au titre, en raison d'un titre ou d'un grade, mais plutôt en raison d'une compétence. Et on fait très très rapidement le tri dans ces cas-là. Et donc, je dois dire que en tant que décideur hospitalier, on doit savoir tirer de cette aventure les enseignements nécessaires et essayer de porter les valeurs qui ont été mises en évidence au quotidien. Voilà, j'ai essayé d'aller vite pour pas prendre trop de temps. Je suis désolé, j'ai pas trouvé l'image, mais je vous remercie beaucoup. Merci Monsieur Philibert pour ce témoignage qui a suscité un certain nombre de réactions. On y reviendra par la suite, d'autant plus que je crois que docteur Revu commencera à y dessiner quelques réponses. D'ailleurs, je vais vous laisser la main, docteur, sur descendre d'un cran au niveau des urgences. Comment vous, au sein de votre service, vous êtes organisé, vous êtes adapté, et puis vous laissez aussi peut-être ouvrir sur la réflexion. Et demain, est-ce que l'hôpital, que doit-il prendre en charge? Très bien, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Écoutez, bonjour. Très bien. Je vais essayer un petit peu de vous faire un petit retour rapide sur cette gestion qui a été faite sur cette crise. On va juste parler un petit peu de quelques points particuliers, de points généraux et de points à l'échelon national et international, mais surtout de se dire que la particularité de cette crise, c'est qu'elle a été unique. C'est un événement qui s'est produit pour la première fois à cette échelle. Et puis de mémoire, les médecins qui sont actuellement dans les hôpitaux, mais aussi bien les directeurs d'hôpitaux que les soignants, n'avaient jamais connu une crise comme ça. Donc pour ma part, j'étais un des directeurs médicaux à l'échelon de la Rivoisière pour gérer un petit peu cette crise. Et on a été le 3e établissement à Paris à avoir vécu ça. Une des choses qu'on a dit, c'est le côté, qu'on va dire, exceptionnel un petit peu de cette crise. Et on avait communiqué à toutes les équipes médicales, paramédicales et des étudiants en médecine en leur disant un truc très simple, c'est que cette histoire-là, on va la vivre ensemble, ça se voit dans les bouquins d'habitude, mais là, le caractère exceptionnel, c'est qu'on va tous la vivre ensemble et on va découvrir des choses et on va apprendre aussi, on va un petit peu vivre cette expérience-là. Je ne sais pas, oui, voilà. Donc, la première chose qu'il faut voir, quelques chiffres. Comme vous le voyez sur ce qu'on a vécu en France, la France était un pays qui a été extrêmement touché. Et avant que ça nous touche, on a pris l'exemple de l'Italie, et notamment parce qu'ils ont un système à peu près identique au nôtre, une population à peu près identique au nôtre, et une population de patients qui est identique avec un système où ils ont un SAMU. Et la grosse intérêt qu'on avait, c'est qu'on avait à peu près entre 1 semaine et 10 jours de décalage. Ce qui fait qu'au moment où les premiers cas sont arrivés, on avait l'expérience de nos amis italiens. Et quand on regarde les infos que nous avaient données nos collègues italiens, et on communiquait beaucoup avec eux, c'est que la situation était absolument dramatique. Et là, un des premiers retours qu'on pourrait avoir, c'est que heureusement qu'on a bien communiqué avec les collègues internationaux. On va prendre l'exemple des Chinois, on va prendre vraiment celui des Italiens, c'est qu'on avait une information sur le vécu qui se présentait aux urgences avec une situation qui était absolument catastrophique. De cette info-là, on va dire qu'on a commencé à s'organiser en anticipant un peu sur un système qui est complémentaire de celui de l'Italie pour s'organiser. Et comme vous voyez sur le nord de la carte, la plupart des cas sont arrivés, et notamment à Mulhouse. Et Mulhouse nous ont donné des informations qui étaient aussi de la même manière dramatiques, qui nous disaient, voilà, on a un énorme flux de patients qui se présentent aux urgences, et on a énormément de patients graves qu'on doit mettre dans les services de réanimation. Et cette vague-là, on essaye de l'endiguer. Et je peux vous dire que les infos qui étaient données n'étaient vraiment pas rassurantes. Et du coup, à Paris et en région d'Île-de-France, on s'est organisé justement en tenant compte des informations qui venaient de Mulhouse et après de Strasbourg. Et comme vous le voyez sur le quart, c'est le nord de la France, et donc en Île-de-France que ça a été touché, et cette vague descendait. Une des forces du système, c'est que vous avez vu cette espèce de décompte macabre qu'on annonçait sur les médias tous les jours, qui était franchement anxiogène, il faut quand même le reconnaître, où on avait la direction des hôpitaux qui annonçait le nombre de lits en réanimation et le nombre de décès.
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la grosse problématique qu'on a dû organiser, surtout rapidement dans le cadre d'une gestion de crise, c'est trouver des lits. Et ce n'était pas seulement de trouver des lits à l'hôpital, c'était de trouver des lits de réanimation, donc pour les patients qui sont les plus lourds. L'hôpital s'est organisé et la force qui ça s'est faite, c'est que ça s'est organisé de manière coordonnée. Comme vous voyez ici, c'est le nombre de patients qui ont été enregistrés en France et notamment on a atteint presque 30 000 décès cumulés. Et comme vous le voyez sur la droite de la courbe, on avait le pic de cette vague était au mois de fin mars et avril où on a vécu de manière absolument exceptionnelle cet événement à l'échelon de l'Île-de-France. Quand on regarde un petit peu, c'est là où on voit l'étape intéressante et unique qui ne s'est jamais produite jusqu'à maintenant dans Saint-Échelon, c'est-à-dire une coordination non pas d'un seul hôpital, mais de l'ensemble des hôpitaux, où, comme vous le voyez sur le petit point, 40 000 patients Covid ont été pris en charge en Île-de-France et on va dire à peu près on va dire un tiers, on va dire 15 000 patients ont été pris en charge par les hôpitaux de l'AP-HP et 26 000 à peu près hors AP-HP. C'était la première fois qu'on avait une coordination entre des hôpitaux de l'AP-HP et des hôpitaux non AP-HP, parce qu'il y en a plein, et y compris avec le privé. C'est le premier partenariat qu'on a vu de cet ordre-là. Il faut être honnête, ça a marché. Et on verra un petit peu de ce côté-là. Aux urgences de la Riboisière, donc on avait une activité. On était le 3e service d'urgence sollicité en nombre de patients qui se présentaient. Le premier, c'était Pitié. Ensuite, c'était l'hôpital Bichat. Et on avait des patients qui sont présentés. Eh ben, merci la communication avec les collègues d'Italie et des autres hôpitaux. On a eu cette vague de patients qu'on s'attendait, c'est-à-dire majoritairement des hommes entre 50 et 60 ans, avec des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies associées qui pouvaient être du surpoids ou du diabète, qui se sont présentés. Donc, en fait, merci les indicateurs, nous avoir permis de cibler les populations de patients qui se présentaient. Donc, comme vous voyez, le dimensionnement de cette vague est arrivé et on a essayé d'anticiper ça. L'organisation qui s'est faite, et c'était surtout la particularité à ce niveau-là, c'est qu'on a organisé notre établissement pour accueillir en termes de flux des patients sur plusieurs vagues. Est-ce que c'était une vague de patients qui étaient légers, qui avaient des signes, on va dire, comme une grippe? Et dans ce cas-là, ils étaient mis sur un circuit très court qui était vu par une polyclinique, c'est-à-dire un endroit qui était détaché du service, qui était vu par du personnel agréé pour lequel on regardait un petit peu s'il y avait des signes de gravité. Ces patients-là étaient rentrés, ça c'était le premier flux de patients qu'on va dire légers. Les autres patients qui étaient beaucoup plus qui avaient des signes de gravité, notamment l'infirmière faisait un tri sur des paramètres très simples, c'est-à-dire qu'elle prenait le pouls, la tension artérielle, la température évidemment, et regardait s'il y avait des signes de gravité. Si ce patient avait des signes de gravité, il rentrait dans un flux des urgences et on mettait ces patients sur des circuits répartis dans les urgences, notamment si le patient était valide sur un circuit court, si le patient était âgé ou avait des signes vraiment un petit peu plus sévères, on le mettait dans un circuit long où il avait besoin d'être allongé. Et enfin, si le patient avait des signes de détresse respiratoire, et on a eu beaucoup de patients qui sont venus avec des signes de détresse respiratoire, ils étaient installés directement dans la salle de réanimation des urgences qu'on appelle la SAUV. Ces flux-là, on les a adaptés, et un des premiers messages qu'on a et qu'on doit apprendre, c'est l'adaptabilité. Comme vous le voyez un petit peu sur ces flux des patients qui se sont présentés, on a organisé le service des urgences, donc sur un plan qui était... on a dû refaire le plan rapidement. À l'époque, ce plan qui était organisé, c'était sur l'époque Ebola. C'est donc, vous voyez, ça datait un petit peu. Donc, on a dû rapidement, en cellule de crise, mettre en place une cellule orientée sur les flux qui correspond à ce que je vous disais, l'orientation et sur la polyclinique, ou le patient qui était installé dans la salle d'attente des urgences vitales, ou bien dans un circuit. On avait donc ce circuit qui était là, et on a adapté. Sur ce plan que vous voyez actuellement, dans la prise en charge, c'était un plan en 3 niveaux. Vous avez le niveau 1 des patients arrivés. Il faut être honnête qu'on a vécu en même temps ce flux de patients qui se présentaient. On montait en charge au fur et à mesure. Au fur et à mesure de ces cellules de crise qu'on avait 4 à 5 fois par jour, on informait un petit peu de l'état de disponibilité des lits dans l'établissement pour pouvoir mettre les patients ou en réanimation ou dans des services de médecine et d'infectiologie.
Et il faut être honnête, c'est la première fois que l'hôpital s'organisait aussi bien pour organiser ça. Qu'est-ce qu'on a fait également? On a arrêté toutes les activités ambulatoires, chirurgicales, non urgentes qui se présentaient pour ne nous consacrer que uniquement aux patients qui étaient Covid. Quels sont devenus les autres? Eh bien, les autres patients ont été orientés vers les cliniques, vers des établissements privés pour essayer de ne pas porter préjudice aux patients, parce qu'il y avait des patients qui avaient probablement besoin de se faire opérer ou qui avaient des indications. Eh bien, on a réservé l'hôpital pour des activités urgentes et liées au Covid et de transférer les patients qui n'avaient pas besoin de cette prise en charge. On les a orientés vers des circuits non urgents qui pouvaient être un petit peu différés. C'est pour là qu'on a sollicité les établissements privés. Vous avez entendu parler de ces transferts? Bah oui, c'est la troisième étape, comme vous voyez dans le niveau 3, c'est transférer les patients pour libérer des lits en réanimation. Et ce sont une organisation qui avait été mise au point il y a plusieurs années, il y a 2 ans à peu près, qui était prévue pour les attentats. On avait dit, si jamais il y a une ville qui est sollicitée, qui a énormément d'attentats et que le service est débordé, il faut qu'on puisse transférer. Et c'était le moyen le plus simple, parce que vous savez qu'on utilise des avions, des hélicoptères, mais l'air de rien, un hélicoptère, ça peut porter qu'un patient et ça peut faire des rotations. Quel était le moyen le plus simple de transporter plusieurs blessés en même temps? C'était le train. Et ça, c'est quelque chose qui date depuis bien longtemps de la Première Guerre mondiale. En termes de dimensionnement, l'hôpital montait en charge en même temps au fur et à mesure des patients qui arrivaient et on libérait, donc on avait un état des lieux en permanence des lits disponibles et du matériel qu'on avait dans les services de réanimation. La situation, elle était complètement adaptée, on va dire, et en même temps, on a dû complètement changer nos schémas de prise en charge parce que la particularité qu'il faut voir, c'est que les patients venaient aux urgences et qu'ils avaient besoin d'être pris en charge dans des services de réanimation et aussi bien dans les services de SMUR avec des patients qui étaient contaminants. Donc, il fallait protéger nos équipes. C'est ce que vous voyez. On avait une équipe qui se protégeait avec du matériel adapté pour pouvoir se protéger, en même temps protéger le patient. Et comme vous voyez la petite photo en bas, ce sont des trains qui transportaient avec les mêmes précautions avec des équipes du SMUR dans des autres unités, dans des autres régions qui étaient moins en tension en termes de lits. Voilà le type d'organisation qu'on a écrit uniquement pour le Covid, c'est-à-dire un flux de patients qui sont organisés en fonction de ces critères de gravité pour être orientés dans des secteurs de soins et qui étaient adaptés en fonction des critères ou non qu'on avait de critères de gravité. Les petites choses qui ont servi et qui nous ont beaucoup servi, c'est qu'il ne faut pas chercher dans une crise, il faut être prêt. La particularité de cette crise-là, c'est qu'on n'avait jamais eu une crise comme celle-là de telle ampleur. Et par contre, ce qui a beaucoup fonctionné, ce sont des réunions de crise journalières. Et une des choses qui a fait la particularité, c'est que ce sont des crises qui ont tenu compte de l'ensemble et qui ont mobilisé l'ensemble des hôpitaux. C'est la grosse différence avec la situation qui se passe actuellement aux États-Unis, où il n'y a aucune coordination entre les hôpitaux, même dans des villes comme New York, où chaque hôpital fait comme il veut. Là, c'est une coordination de l'ensemble des hôpitaux qui ont pu fonctionner ensemble et se mettre au courant ensemble d'état des lits disponibles. La communication a été une étape extrêmement importante. Il faut reconnaître que des groupes comme WhatsApp ont beaucoup permis d'échanger rapidement des informations sur des lits disponibles. Et on avait activé également des cellules de crise à l'échelon du SAMU pour connaître l'état des lits disponibles en réanimation. Donc ces adaptations ont permis de le faire. Une des difficultés qu'il faut savoir, c'est gérer la fatigue et le remplacement des équipes, puisque 10% de notre personnel a été touché par le Covid, donc il faut les remplacer. Et il faut gérer la fatigue parce que c'est un véritable marathon. Comme vous l'avez vu, ça a duré plusieurs mois et on a dû organiser un petit peu les équipes médicales et paramédicales pour aller se reposer, pour pouvoir être prêt, parce qu'on a fonctionné aux urgences 7 jours sur 7 et quasiment sans discontinuer pendant plusieurs mois. C'était une expérience qui était extrêmement unique, mais traumatisante. On avait prévenu des jeunes infirmières, des jeunes externes, des étudiants en médecine, que ça allait être extrêmement traumatisant parce qu'ils allaient voir beaucoup de gens mourir en une seule fois, en plusieurs fois et plusieurs jours d'affilée. Donc on les avait travaillés, on leur a dit ça s'apprend pas dans les livres, ça vous allez le découvrir avec nous. Le retour qu'on a eu, parce qu'on a fait ce qu'on appelle des rétex, on a fait des retours d'expérience avec leur formation, et ils nous ont dit qu'ils ont vécu une expérience absolument unique, enrichissante, qu'ils n'auraient jamais pu
à prendre dans d'autres points. Donc ça, c'est le côté positif. Alors, on va essayer de répondre à ces questions-là. Est-ce que les urgences peuvent accueillir tout le monde? Ben, on va dire, il y a le oui et le non. Qu'est-ce qui pourrait dire, est-ce que c'est la fonction des urgences? Bah oui, les patients, ils viennent. Quand vous allez, qu'est-ce que vous préférez? Aller à la supérette du coin ou au petit traiteur du coin, ou bien vous allez au supermarché. Bah, les gens, ils viennent à l'hôpital comme au supermarché. Ils ont envie d'être vus, ils ont envie d'avoir la radio et la biologie. C'est très bien, sauf que ça renseigne un hyper-consumérisme et c'est plus forcément la fonction de l'hôpital et encore moins dans les urgences parce que les urgences maintenant, c'est devenu on va dire le reflet du dysfonctionnement du système où finalement on va à l'hôpital, on va aux urgences parce qu'on ne sait pas où aller ailleurs et c'est pas forcément la solution de devenir un petit peu. Nous, du point de vue urgence, bah oui, on n'est pas assistante sociale, je ne suis pas curé, hein, il y a des églises qui sont faites pour les gens qui ont besoin de chercher un hébergement et ce n'est pas l'hôpital ni encore moins les urgences qui doivent avoir cette mission-là. Et je suis désolé si ça choque un petit peu ce que je dis, mais c'est vrai que quelque part, on perd un peu notre fonction et on demande à l'hôpital plus que ce qu'il ne devrait faire, alors qu'il y a quand même, il faut voir autrement. Donc, il y a une chose qu'il faut revoir un petit peu, c'est qu'il faut repenser l'hôpital maintenant. L'hôpital reste avant tout. Il y avait un collègue américain qui disait que quand les gens arrivent aux urgences, c'est le dysfonctionnement du système, c'est le reflet de ça. Donc, il faut repenser l'hôpital parce que le vrai problème n'est pas de venir à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme idée? Eh bien oui, il faut développer des réseaux entre la ville et l'hôpital, développer des maisons de santé parce que les gens n'ont pas de médecin traitant, ils n'ont pas accès aux soins. Il faut qu'on développe cette expérience de maison de santé. On est sur un projet pilote actuellement à la Riboisière. Réorienter les patients non urgents vers des filières spécifiques, c'est ce qui se passe actuellement. On est sur un projet avec le Québec qui oriente des patients qui sont orientés par l'infirmière vers des structures qui peuvent faire des soins non urgents. Pourquoi pas de mettre un médecin généraliste aux urgences? Ça reste quand même un médecin de plus qu'on met dans les urgences. Mettre en place un circuit spécifique parce que vous avez le médecin qui des fois ne s'est dit je ne sais pas où je peux réadresser mon patient pour avoir une radio ou pour avoir accès à un spécialiste. Donc il faut développer ces structures et ces filières différentes. Le vrai problème numéro 1 des urgences, quand vous avez tous venir aux urgences, vous dites j'attends. Le problème, vous attendez tout simplement parce qu'on cherche un lit. Les patients qui n'ont pas grand-chose, qui ne sont pas urgents, ce sont ceux qui râlent le plus d'ailleurs pour info, ce sont ceux qui viennent, mais en même temps, ceux qui sont le plus pénalisés, ce sont des patients qui attendent un lit. Donc vous avez vu la première présentation, l'aval des urgences est le point le plus important. Le deuxième problème, c'est qu'il faut organiser nos urgences en termes de flux, en termes de filières, pour éviter justement que les patients restent trop longtemps, parce que malheureusement, on le sait, c'est pénalisant pour un patient, en particulier un patient âgé, de rester trop longtemps sur un brancard. Donc il y a tout un travail qu'on est en train de refaire pour repenser l'hôpital en termes d'organisation, de repenser les urgences en termes d'organisation pour éviter qu'on croie que la solution vient forcément des urgences et que malheureusement, ce n'est plus du tout le système d'actualité actuellement. Donc, on compte pas mal sur des initiatives pour pouvoir créer de nouvelles filières de ce côté-là. Je crois que c'était la dernière diapo pour ma part. Tout à fait. Et je vous remercie. J'ai fait vite, hein? Oui, que votre présentation est dense. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois pour ces témoignages qui ont soulevé un certain nombre de questions, de remarques. Peut-être commencer par le lien ville-hôpital. On a bien vu par vos qu'il était nécessaire, qu'il était important. La question qui se pose aujourd'hui, c'est faut-il aller plus loin de ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les organisations ont pris conscience de la nécessité de ces coopérations et qu'aujourd'hui, il faut aller dans ces liens ville-hôpital? Alors, il y a le lien ville-hôpital, mais vous le disiez, Monsieur Philibert, vous, sur Lorient, il y a eu un lien hôpital public, hôpital privé dans la prise en charge de patients nécessitant des actes chirurgicaux vitaux. Voilà, est-ce que... Comment mieux structurer Alors, Alain Philibert, je peux répondre? Allez. Je vais essayer. J'ai été très, très intéressé par tout ce qu'on vient d'entendre. Le lien ville-hôpital, en fait, il se crée bien avant la crise.
il se crée en routine et le seul moyen de le tisser, parce qu'il n'est pas naturel, faut voir les choses comme elles sont, c'est de se parler, de se voir et d'échanger. Pour avoir travaillé en ARS en Guadeloupe sur un territoire qui est un peu compliqué à gérer pour différentes raisons, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais j'y ai passé beaucoup de temps à accompagner. Tout à l'heure, le docteur Aubu a parlé des maisons de santé. C'est une réponse, mais les cabinets médicaux de garde intégrés aux hôpitaux, c'est une réponse. Ici à Lorient, on est en train d'y travailler. Il faut vraiment se donner du temps pour se connaître et pour savoir, il a raison, le docteur Aubu, quand il dit en gestion de crise, il ne faut pas attendre. On n'a pas de temps d'attendre, il faut prendre des bonnes décisions au bon moment. Et donc, moi j'y crois, c'est pas naturel, mais je pense qu'on est déjà bien meilleur aujourd'hui qu'on l'était hier, et il y a encore pas mal de chemin, il faut le reconnaître. Merci. Est-ce que vous pensez que ces liens vont perdurer? Est-ce que les dispositifs de réorientation des patients, est-ce que c'est vous sur Lorient, et est-ce que même Docteur Revu, les liens que vous avez tissés, enfin les flux que vous avez organisés, est-ce que finalement ils perdurent aujourd'hui? Comment vous percevez la suite? Alors pour Lorient, sans monopoliser la parole, par exemple le groupe qu'on a constitué avec les autres établissements, s'entend par là les établissements de soins de suite, de rééducation, les établissements médico-sociaux du territoire. Quand on a organisé notre dernière réunion en se disant bon ben là on a géré le truc, il est temps de revenir à un fonctionnement plus habituel, ils nous ont dit, un peu comme mon médecin du début, ils ont dit ah mais nous on a apprécié ça et on souhaiterait continuer sur un autre mode et à la rentrée à se voir pour parler de l'organisation des soins sur le territoire. Voilà, donc je pense que si les volontés sont là, on trouve le moyen de le faire. Merci. Pour ma part, pour mettre pour rajouter un petit peu, clairement, je pense qu'il faut absolument qu'on repense l'hôpital. L'hôpital ne peut pas donner réponse à tout, et il y a une structure avec un réseau de soins qui doit se mettre en place. Je prends un exemple très très simple qui va parler, à mon avis, à beaucoup de gens qui ont des personnes âgées dans la famille. C'est le vendredi soir, on amène, dans toutes les régions de France, c'est comme ça, on amène la petite mamie qui ne peut plus rester à la maison, donc on va la déposer à l'hôpital. Ce cas-là, je vous assure, c'est du vécu de tous les jours, de tous les services d'urgence de France. On va se garder sur la France, et que malheureusement, les familles sont épuisées et viennent dire bah, si, il faut l'amener à l'hôpital. On voit bien qu'on a tellement dit on va à l'hôpital. On a cette culture-là de dire on va à l'hôpital. Ça ne va pas, donc je vais à l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital doit être repensé, et que les places, par exemple, et on a une population âgée en France, eh ben oui, il y a d'autres moyens, et la maison de retraite coûte très cher, hein, c'est entre 1 700 et 3 000 euros, hein, des maisons de retraite, et c'est très important, malheureusement, pour quelqu'un qui est à la retraite. Il faut peut-être envisager, il y a des expériences qui sont faites et en Espagne et dans certaines villes du sud de la France où on a des petits villages, ou aux États-Unis aussi, où il y a des petits villages où des gens qui peuvent rester ensemble, et il y a une aide qui est mise en place. Il y a des expériences qui sont d'HAD, qui sont payées par l'hôpital, ça aux États-Unis, qui permettent de faire qu'au lieu de rester à l'hôpital pendant des mois, et ben c'est une HAD, une hospitalisation à domicile, d'une infirmière qui gère ces patients-là. L'amont également, on essaie d'organiser cette filière avec les médecins traitants. Et les médecins traitants, ils ont du boulot, ils ont suffisamment de boulot de ce côté-là. Donc, les maisons de santé sont une solution. Il y a plein d'expériences à vivre, mais il faut vraiment développer. Je parlais à peine de la télémédecine, qui est un outil sur lequel on essaie de développer. On n'est pas encore très, très à la pointe pour ça. Il y a des expériences, mais il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui doivent être faites, parce que, je réponds clairement à la question, non, l'hôpital ne peut pas et ne pourra plus soigner tout le monde de cette manière-là. Il faut le repenser autrement. Donc, s'il y a des jeunes qui sont un petit peu intéressés sur ce type de projet, je pense que c'est ça dont on attend le plus, parce que l'hôpital ne pourra pas, à la longue, tenir ça. Pour l'expérience de la c'est quand même quelque chose qui s'est
avec le Covid un petit peu accéléré et par rapport aux EHPAD et aux patients que l'on peut éviter de faire venir aux urgences, c'est quelque chose sur lequel il y a une vraie réflexion pour essayer de ne pas arriver aux urgences pour la nuit parce qu'il n'y a pas d'infirmière justement dans l'EHPAD. Si on peut avoir aussi des espaces de télémédecine par rapport à ça, ça peut être quelque chose qui fait cette collaboration. Alors, ce n'est pas ville-hôpital, si, l'EHPAD, c'est la ville puisque c'est le domicile. Mais ça, c'est un très bon exemple. Excusez-moi, on voit souvent que malheureusement, les EHPAD, la solution, et on va prendre de la vraie vie, il y a une infirmière qui est toute seule la nuit et elle voit un patient qui est là et qui n'a pas de problème forcément très aigu, mais qu'est-ce qu'elle a comme solution quand il y a une infirmière, parce que des fois, il n'y en a pas, elle appelle le 15 va envoyer une ambulance et le patient arrive aux urgences. Et en fait, on voit qu'on peut faire autrement. Et ça veut dire que le dysfonctionnement de l'EHPAD va se retomber sur l'hôpital. Qui est-ce qui est pénalisé là-dedans? C'est le patient. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est vrai qu'il faut revoir un petit peu cette organisation, renforcer probablement les EHPAD, repenser, développer d'autres outils de télémédecine, pourquoi pas, pour éviter que ce recours aux urgences ne pénalise pas les patients. C'est nos patients auxquels on est formé pour et pour les prendre en charge. Mais les dispositifs groupement hospitalier territoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des dispositifs qui rassemblent finalement des établissements hospitaliers d'un même territoire sous un pilotage commun ou tout du moins la structuration de filières de soins. N'avait-il justement à mieux structurer ces liens-là? Oui, c'est leur fonction, c'est leur mission. Et malheureusement, dans les réunions, que ce soit des ARS ou des GHT, une des problématiques qu'on voit, c'est qu'on n'a pas assez, alors ce n'est pas qu'une question de moyens, mais il n'y a pas assez d'initiatives qui permettent de développer des nouvelles structures. Et que les GHT actuellement n'apportent pas assez de réponses de ce côté-là. Je ne dirais pas que c'est le côté purement administratif, c'est pas ça, mais c'est en gros les GHT ne répondent pas à cette demande-là. Parce que dans une coordination des flux, enfin là on a bien vu que la notion de territoire était un enjeu pour justement gérer ces flux patients en temps de crise, en temps de Covid là. Est-ce qu'il n'y a pas vocation à généraliser cette vision flux patient sur un territoire et que demain finalement le bed manager que vous décriviez en propos de présentation n'a pas vocation à être peut-être généralisé sur un territoire, d'avoir une fonction territorialisée pour justement mieux répartir les flux? C'est prévu dans la loi et l'instruction sur le pacte des urgences de mettre au niveau des GHT. Alors, le GHT, c'est purement public. Il y a aussi des coopérations publiques-privées ou des territoires qui s'organisent en dehors d'un GHT. Mais pour ce qui est du GHT, effectivement, la fonction gestionnaire de lit, quel que soit le nom qu'on lui donne, territoriale est normalement prévue dans la loi. Pour parler clair et pour parler assez simplement, sans être simpliste, l'hôpital, pour des raisons économiques, budgétaires, va réduire son capacitaire en nombre de lits. C'est-à-dire qu'on va encourager les services à avoir moins de lits. Et par exemple, je prends un exemple pratique, un service de chirurgie qui avait 30 lits, on va dire vous allez passer à 20 lits. Donc vous allez devoir tourner beaucoup plus vite et développer des activités ambulatoires pour faire que le patient ne reste pas hospitalisé. Le premier à ne pas s'en plaindre, c'est le patient. Personne n'a envie d'aller dormir à l'hôpital. S'il rentre le matin et ressort le soir, ça c'est très bien. Cette activité ambulatoire, ça marche très bien. Ça ne marche pas pour tout, mais ça peut très bien marcher. Un des problèmes qu'on voit, et c'est la force d'une cellule de gestion des lits, et honnêtement, elles sont rares, les cellules de gestion des lits qui fonctionnent bien, c'est une cellule qui coordonne l'ensemble de l'hôpital en termes d'adaptation au flux de patients. Je vous prends un exemple, dans tous les services d'urgence du monde, je dis bien du monde, il y a plus de monde le lundi. Les gens laissent passer le week-end et viennent se présenter au lundi. On a beaucoup plus de demandes de lits le lundi matin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où le service est plein, parce que les patients sont rentrés dans la nuit. Il n'y a pas de coordination. Les cellules de gestion des lits, ce n'est pas le pauvre gars à qui on va dire bah, « tiens, j'ai besoin d'un lit, il faut que tu m'en trouves un ». C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un projet de l'ensemble de l'établissement pour essayer de s'adapter à ça. Malheureusement, on a dans tous les services, on appelle ce qu'on appelle le bed blocker, c'est-à-dire le patient qui a un problème social, mixte et tout ça, qui va rester pendant des mois, je dis bien des mois,
voire des années dans un service de médecine. C'est plus du tout comme ça qu'on doit repenser un petit peu les choses. C'est pour ça que malheureusement, je vous dis, l'hôpital reste dysfonctionnement de l'hôpital, l'hôpital reste le dysfonctionnement du système de santé qu'il faut repenser un petit peu. Et on dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment vous voulez le faire? Et on essaye, et c'est ce qui est fatigant, je peux vous assurer, pour tous les services, c'est pas que les services d'urgence, c'est que tous les services voient qu'il y a besoin de coordination. Et le but, c'est pas de se battre, c'est d'avoir une espèce d'organisation qui soit mieux faite. Mais encore une fois, il faut repenser parce que la grande-mère que je reprends comme exemple, la solution, c'est pas forcément d'aller à l'hôpital. On peut trouver d'autres solutions. Et quand il y a un problème médical, c'est notre problème. Quand il n'y en a pas un problème social, doit faire autrement. Avis totalement partagé. Très bien, mais finalement, moi j'ai cru comprendre que la mise en place de ces cellules de crise avait permis une gestion territorialisée, apaisée et complète et exhaustive. Alors est-ce que sans ces cellules de crise, on n'aurait pas trouvé ces réponses territoriales? Est-ce que finalement, demain, il ne faut pas mettre en place… Oui. Non, alors, il faut distinguer deux choses. La cellule de crise Covid, ça a été quelque chose qui a été exceptionnel et qui a exceptionnellement bien marché. Il faut être honnête, ça a été une coordination et qui est vraiment remarquable. Il ne faut pas confondre cette cellule de crise qui est sur un problème épidémique qui peut survenir et avec les cellules de crise, malheureusement, qui surviennent dans beaucoup d'hôpitaux en France quand il n'y a pas de lit. C'est-à-dire que là, c'est lundi, c'est la période hivernale ou d'été parce qu'il y a des fermetures de lits. On déclenche des cellules de crise pour débloquer les situations. Un hôpital ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner sur des coups de cellules de crise. Un hôpital qui tourne bien, c'est un hôpital pour lequel la gestion des lits est tellement bien organisée qu'on n'a pas besoin de cellules de crise. Parce que les cellules de crise, il ne faut pas chercher, c'est les docteurs qui s'engueulent parce qu'ils ont besoin de placer des patients. Ce n'est pas le but, c'est d'avoir vraiment ce fonctionnement qui doit être fluide. C'est ça qui doit être complètement repensé. Sarah, concernant la gestion territoriale, par exemple, avec les établissements, les cliniques privées donc du territoire de Lorient et l'hôpital, nous avons réussi à mettre en place un mode de prise en charge des patients sur la base des couleurs habituelles, rouge, vert, orange. On a classé, c'est triste à dire, mais c'est ça la réalité, puisqu'on ne pouvait pas, comme l'a dit le docteur Revu, on devait déprogrammer toutes les opérations, on l'a fait, et on l'a tous fait ensemble. Après, on a décidé qu'il y avait les patients qu'il fallait absolument opérer pour des raisons tout simplement vitales, et donc il y avait un classement, une dégradation de la prise en charge qui était coordonnée entre les établissements et qui a parfaitement fonctionné. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire sur un territoire. Alors, je sais que dans d'autres territoires, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est donc pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler ici. Très bien. On nous interpelle sur les trains médicalisés. Est-ce que c'est des modes de transport qui ont vocation à être pérennisés? Est-ce que c'était un coup marketing et communication comme d'autres s'en font écho aujourd'hui? Comme les pompiers le disent. Non, alors il faut ramener quelque chose qui est vraiment… je ne vais même pas commenter le commentaire des pompiers. C'est pas un coup marketing, c'est pas du tout ça. C'est que, encore une fois, mettez-vous dans la situation qui s'est produite, à savoir qu'on avait un hôpital, des hôpitaux, qui avaient une tension au niveau des lits de réanimation. Il se trouve que le plan d'organisation qui a été mis en place avec ce que je vous l'ai dit, avec le train, c'était un plan qu'on avait anticipé sur des attentats. Simplement, là, on s'est retrouvé dans la même situation avec un gros volume de patients. Oui, il a fallu transférer des patients d'une région à une autre pour le soulager. Encore une fois, et le pire de cette période a été le 31 mars, on a du 31 mars au 1er avril, où les hôpitaux d'Île-de-France étaient absolument en limite de la saturation. En limite, c'est à quelques lits de réanimation près, pour lequel on se posait la question au téléphone, disant, comment allons-nous faire? Cette expérience du train a été… certes, on a communiqué, on l'a montré, ça a marché, mais on aurait évidemment ne pas voulu en arriver. Comme je vous l'avais vu sur une des diapos, j'avais mis une tente à l'entrée des urgences. Je suis très content de ne pas avoir eu à utiliser cette tente-là pour pouvoir faire le tri.
c'est de la même manière. Maintenant, est-ce que ce serait à pérenniser? J'espère pas. Si c'était à refaire, on le referait. Probablement, je ne le souhaite pas, mais s'il y en avait à nouveau des attentats ou des périodes comme ça, oui, ce serait un système qu'on aurait utilisé. La seule question, la vraie question qu'on devra faire, et je pense qu'on le fera nous-mêmes, c'est d'analyser effectivement quel type de patient on doit transférer. Est-ce qu'il faut le faire avant qu'il s'aggrave ou est-ce qu'il faut le faire, quels sont les patients les plus graves? Parce que ça, finalement, on a dû prendre des décisions au jour le jour. Maintenant, le côté marketing, je laisse aux pompiers le loisir de nous allumer avec ça. Non, mais Pas vrai. Ah ouais. vous taquiner. Pardon. Je suis d'accord avec vous. Pour avoir été, alors là, c'était l'établissement adresseur, l'établissement receveur. Grand merci et reconnaissance à la PHP et de son corps médical et soignant pour la qualité de la préparation des patients. Parce que ça, c'était un vrai enjeu. C'est très dangereux de mettre des gens dans un train, de les emmener aussi loin, je l'ai dit tout à l'heure, et je confirme, ça s'est passé de manière remarquable. Nous, on a projeté une équipe de 15 personnes la veille pour aller à Paris. Ils sont revenus le lendemain avec les patients, on les a transférés à l'hôpital. Ça s'est passé très très bien et ils ont su nous dire pourquoi. C'est parce que c'était un enchaînement de bonnes pratiques. Parce que ça s'invente pas ce genre d'opération. Alors bien sûr, il y a eu des débats sur est-ce qu'on devait utiliser des hélicos, des avions de l'armée, etc. Mais cette opération-là, comme elle a été faite, était très efficace. Et merci Monsieur Philibert, je vais même continuer et je vous assure que on peut être fier, je pense que tous de manière globale, de ce que le système français a pu apporter. C'est vraiment pas de l'autocongratulation qu'il faut faire, mais on a mis en place, grâce à ce système-là, l'hôpital a montré ce qu'il était capable de faire de mieux en termes de prise en charge de la santé. Et je peux vous assurer, pour avoir discuté sur des webinaires, pour avoir discuté avec mes collègues américains, ils auraient bien voulu avoir un système comme ça pour le faire. La première chose, je l'ai dit, mais je le répète, les Américains ont dit qu'eux, ils ont été incapables à l'échelon de coordination ou simplement d'une ville de coordonner plusieurs hôpitaux. Or là, le nœud pour une épidémie comme ça, le nœud du problème dans une épidémie telle, c'est de coordonner les hôpitaux les uns avec les autres et d'une région avec l'autre. Et des pays comme les Américains qui ont un système de santé qui est exceptionnel également, enfin pas le système de santé, mais en tout cas une organisation qui est exceptionnelle, qui coûte aussi, n'ont pas réussi à le mettre en place. Les Italiens qui ont un système qui est comparable au nôtre, en fait, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de le faire. Si c'était à refaire, pour le dire clairement, on le refera de cette même manière. Avec un plan, on a su faire, on tiendra compte des corrections à faire, mais clairement, il y a eu plus d'avantages que d'inconvénients. Donc vraiment, on peut se féliciter de cette organisation qui a été mise en place. Et plus concrètement, comment se fait le choix de l'établissement accueil? Comment se fait le choix aussi du patient envoyé? Alors, sur plusieurs paramètres. Le premier, c'est qu'il faut que le paramètre, c'est que ce soit un patient qui soit capable de subir un transport, ce qui n'est pas forcément le cas, qui est facile à faire pour des patients qui sont en réanimation. La deuxième chose, il faut tenir compte de la distance et d'éloignement. Il faut tenir compte de l'établissement d'accueil qu'il ne faut pas être saturé parce que, comme vous le voyez, c'était une vague. Le but, ce n'était pas de surcharger les établissements qui allaient recevoir parce qu'ils pouvaient avoir la vague à leur tour. Donc, ça veut dire que les patients pouvaient revenir. Donc, ça a été extrêmement coûteux de ce côté-là. Donc, c'était les paramètres qui ont été pris en compte. Après, encore une fois, c'est des équipes du SAMU qui sont allées prendre le patient en réanimation, qui sont allées l'accompagner dans le train, qui sont allées le reprendre du train pour la réanimation. Ça nous a coûté énormément de moyens humains et matériels. Bien sûr. Et vous, Monsieur Philibert, vous avez répondu à un appel à projet pour accueillir les patients? Non, alors, c'est relativement simple. Donc, on a fait l'opération le dimanche. Alors, le dimanche, à mon avis, c'est parce que c'est des plus faciles pour des raisons de circulation. On a été averti le mercredi soir. On nous a dit vous aurez 12 patients. Il est possible que c'est l'ARS qui commande. On nous demande pas trop si on est d'accord, mais on avait déjà parlé de ça en cellule de crise. On savait qu'on était prêt. Il fallait donc mobiliser tout le matériel. Et ça, c'est pas forcément évident. Et tout le personnel. Donc, sortir des gens des plannings tels qu'ils sont prévus, des plannings de réanimation, ça s'invente pas. Des urgentistes. On a même eu, et ça, je le salue, un médecin réanimateur d'une clinique privée qui est venu renforcer l'équipe.
Ça aussi, c'est important quand on parlait tout à l'heure des relations entre les établissements. Le mercredi, le jeudi, on a fait cellule de crise sur cellule de crise. Le vendredi, pareil, on a une équipe qui a réuni tout le matériel. On s'est coordonné avec Quimper pour qu'un camion semi-remorque fasse le tour des hôpitaux pour collecter le matériel qui est nécessaire d'envoyer là-bas. Donc, oui, c'est une opération qui était énorme et qui s'est décidée 3 jours avant. Et moi, je suis d'accord avec le docteur Revu, je suis très fier de ce qu'on a fait. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, de ce qu'ont fait les hôpitaux publics ensemble pour réaliser cette opération. On était chercher du matériel de réanimation à Pontivy. On n'a pas comme ça, on n'est pas au garde à vous avec du matériel prêt à partir, ça n'existe pas. Et là-dessus, coordonné par les ARS, franchement, là, on a fait du bon boulot. C'est un message plutôt positif. Alors, ces dispositifs-là, vous indiquez le rôle crucial du... Est-ce que finalement la coordination entre le SAMU et les professionnels de ville a été un enjeu aussi dans la gestion de la crise? Absolument, oui, ça a été, cette coordination a été primordiale. La capacité, moi je voulais vous dire, vraiment j'ai été extrêmement surpris de la capacité de réaction de l'hôpital aussi vite. Je m'attendais à ce que finalement, M. Philibert l'avait montré un petit peu. D'habitude, j'avais un petit peu peur qu'une cellule de crise non seulement s'active un petit peu avec retard, mais en même temps qu'on ait un petit peu de difficulté sur l'allumage. Et ben, la particularité de ces cellules de crise pendant la période de Covid, c'est que ça a mobilisé énormément de monde rapidement avec des moyens qui ont pu être mis en place. C'est ça qui est le côté unique et exceptionnel de l'événement. Donc, il fallait effectivement coordonner. Très bien. Est-ce que, en dernière question, un peu provocatrice, mais vous l'avez compris, il y en a un certain nombre qui sont là pour alimenter le débat. Est-ce que l'hôpital a pallié l'arrêt de certains professionnels de ville? Il y a certains, on l'a vu, il y a certains médecins libéraux, spécialistes libéraux qui ont arrêté leurs activités. Est-ce que l'hôpital en a un peu subi les conséquences? Est-ce que des réflexions, des rétextes sont organisés aussi à ce niveau-là, au niveau d'un territoire? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des rétextes avec les médecins de ville, mais clairement, il y a eu probablement des trous dans la raquette au niveau de la gestion du Covid à l'échelon de tous les acteurs de santé. Peut-être que les médecins libéraux, peut-être que des infirmières libérales, peut-être que des cliniques n'ont pas été assez sollicitées, probablement. Moi, j'ai quand même eu l'impression que beaucoup se sont portés volontaires et il suffit de regarder un petit peu de manière rétrospective, un petit peu le retard qu'on a eu peut-être dans la gestion des masques pour les personnels soignants, aussi bien dans les EHPAD que pour les médecins traitants. Oui, je pense que si c'était à refaire, admettons, et pour vous dire un petit peu l'info, là, on est en train de voir, j'ai un peu l'impression que c'est en train de repartir en Île-de-France le Covid, malheureusement, des indicateurs. On aura eu l'expérience de ça. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on va être plus réactif et en impliquant davantage d'acteurs, aussi bien le privé, aussi bien les EHPAD, aussi bien les médecins traitants de ce côté-là. Donc, il faut toujours tenir compte. Là, on n'est pas dans l'autosatisfaction. Il y a eu des points positifs, il y a des points qu'on peut améliorer. Maintenant, on a l'avantage, c'est d'avoir vécu une expérience dont on peut tirer des enseignements. Oui, j'ai un exemple. Alors, ça n'a pas été facile pour eux, hein, les professionnels de ville. C'était compliqué d'exercer. En revanche, j'ai l'exemple d'un établissement pour personnes âgées qui s'est trouvé en difficulté. J'ai parlé d'un tout à l'heure, j'en ai un autre en exemple, et où l'HAD, l'hospitalisation à domicile, a su mobiliser un certain nombre de médecins, de médecins qui suivaient les patients dans cet établissement personnes âgées, et ils se sont organisés ensemble pour assurer à tour de rôle le suivi des patients. J'ai trouvé ça très intéressant. C'était juste une démarche volontaire de leur part. Ils sont toujours là. Le problème, c'est effectivement comment, parfois, on ne sait peut-être pas très bien les mobiliser, mais ils ont su répondre quand c'était nécessaire. L'hôpital n'a pas été débordé par ce problème-là. Nous, on avait aussi, comme dit tout à l'heure, déprogrammé. On avait des capacités. En plus, nous, très clairement, on n'a pas été débordés. Ça, c'est un fait. Mais ça a permis d'affiner les organisations.
Donc, les gens ne venaient pas à l'hôpital non plus, très sincèrement. Et donc, les gens, en fait, il y a eu des gens qui ont fait un peu un déni de soins pendant un certain temps. On a assuré ce qui était important, l'oncologie notamment, qui ne s'est jamais arrêté, le traitement, etc., etc. Mais donc, pour les professionnels de santé, on ne peut pas leur reprocher ça. Ça, ce serait injuste, je trouve. Et on peut rajouter aussi peut-être quelque chose, puisque pour rebondir sur les aspects ville-hôpital, il y a eu quand même aussi des initiatives de la population elle-même via les ARS avec un certain nombre de dons pour pallier dans un premier temps les manques des deux pays, les équipements de protection individuelle, avec beaucoup de masques qui ont été distribués dans les EHPAD, des masques, des gants, des surblouses, etc., en attendant que puisse y avoir des approvisionnements officiels. Et ça, c'est quelque chose qui était très important, pour lequel j'étais à la manœuvre avec un pharmacien au niveau de l'ARS Île-de-France, et on a distribué relativement beaucoup d'équipements dans cette période. Voilà. Donc ça, c'était important à souligner aussi au niveau des bénévoles et de l'aide qui a été apportée aux professionnels. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour ces échanges. Je voudrais peut-être quand même en synthèse répondre à notre question. L'hôpital peut-il encore soigner tout le monde? C'est plutôt l'hôpital est en mesure de soigner tout le monde, mais à mon avis, enfin, tel que les échanges en tout cas, ne doit pas soigner tout le monde et ça ne va pas être sa vocation de prendre en charge, comme on le disait encore lors d'un échange, docteur Vu, pour paraphraser un politique, toute la misère du monde. Voilà. En guise de conclusion, merci à vous, Madame Kiner, Monsieur Philibert et Docteur Vu pour vos contributions, vos interventions qui, j'espère, ont été très bien entendues et bien comprises de l'autre côté de la caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.